Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Contes nocturnes écrit par Théodore Amadeus Hoffmann. C'est notre neuvième et dernier live sur cette œuvre. Et nous lirons donc ce soir la dernière nouvelle dans son intégralité, la huitième, Le cœur de pierre. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo juste en dessous, ainsi que dans la description, des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction du live, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. De même, n'hésitez pas à jeter un œil à l'onglet playlist de ma chaîne. Vous cherchez la playlist Et si on lisait Contes nocturnes et vous trouverez les 8 épisodes précédents avec les 7 nouvelles précédentes. Voilà, ça fait pas mal de temps qu'on est sur Hoffman. Ça nous a pris quelques mois, d'autant que ça a été pas mal bouleversé par diverses raisons. Là, notamment, il y a eu 2 semaines intenses de froid qui ont fait que je n'ai pas pu faire les lives comme je l'entendais, et cetera. Puisque je me suis retrouvé en fait, pour vous dire, ces 2 dernières semaines, je me suis quasiment retrouvé les 2 semaines pleines sans eau, à cause du froid et avec des températures, très, 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 très basses chez moi. Donc ça a été dur, dur, dur à supporter là, je commençais à sérieusement en avoir marre. Vraiment, ça devenait très dur, même moralement à tenir, ça devenait vraiment compliqué. Donc là, je suis heureux qu'il fasse de nouveau un peu plus doux, même beaucoup plus doux. Pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi, j'ai gagné 18 degrés en 2 jours. Ça n'a aucun sens. Et là, je parle pas de la température qu'il fait chez moi pour le coup. Là, je parle vraiment de dehors. Dehors, dans la zone géographique dans laquelle j'habite. Dans le nord de la France, hein, j'habite pas en Laponie ou au Groenland. Hein. On a gagné 18 putains de degrés en 2 jours. Bref, je trouve ça hallucinant. Mais du coup, voilà. Du coup, la vie redevient un peu plus facile pour moi. Je retrouve l'accès à l'eau, la miraculeuse eau. Franchement, c'est là où tu vois les besoins primaires de l'être vivant, de l'être humain. Parce que clairement, quand tu as été quasiment coupé d'eau pendant 2 semaines, tu revis quoi. Tu revis. Genre franchement tous les jours sous la neige, sous le froid, sous la glace, aller chercher de l'eau chez mon père, etc. pour tenir la journée, pour pouvoir boire dans la journée, etc. Ne pas pouvoir faire de lessive, ne pas pouvoir se laver, etc. Bref, ça a été un périple douloureux, ça a été un périple que je ne souhaite pas revivre, s'il vous plaît. J'espère que le dur de l'hiver est passé cette fois-ci. Mais bon, c'était un petit aparté. Maintenant, je suis de retour. Normalement, de ce que j'ai vu, en tout cas pour au moins une échéance d'une semaine, les températures vont se maintenir au-dessus de zéro. Je dirais que tant qu'il fait pas -4, normalement, j'ai pas de problème. À partir de -4, ça commence à être compliqué. À partir de -4, c'est possible que je manque d'eau. Mais jusqu'à -4, normalement, je peux y arriver. Je peux y arriver. Donc voilà, logiquement, les lives vont reprendre de manière un peu plus régulière, je l'espère. Vraiment, en ce début d'année 2024, j'ai pas envie de vous donner de date précise, j'ai pas envie de vous donner de fréquence de live, tout ça, parce que je sais aussi que je suis, on va dire, en train de faire un gros travail, de fond, sur moi-même, si on peut dire, et que voilà, peut-être parfois je ne serai pas dans le mood, parfois j'aurai d'autres occupations ou d'autres priorités, disons. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir revenir en live là et j'ai qu'une envie, c'est d'en faire des tas. Donc, on termine les contes nocturnes qui ont duré des mois et des mois sur ma chaîne. Désolé que ça ait été si perturbé cette lecture des contes nocturnes. Mais on arrive au bout ce soir, on arrive au bout. Et on va pouvoir enchaîner sur une nouvelle lecture à partir, je pense, de vendredi 21h. Je vous tiendrai au courant sur mes réseaux comme d'habitude, sur Facebook, Twitter et Discord. Nous devrions entamer la lecture du banquet de Platon. Donc on part sur une lecture philosophique cette fois-ci. Ça va nous changer un petit peu, ça fait longtemps.
J'ai hâte de découvrir et puis en ce moment, je suis pas mal dans le bail de découvrir un peu de la philo, donc ça me donne envie. Sachant que je vous en avais déjà tenu au courant un petit peu. Là, je me suis fait une énorme liste de bouquins que j'aimerais, acquérir pour les lives et pas que pour les lives d'ailleurs, mais en grande majorité pour les lives. Il faut toujours que j'aille, chez des libraires, il faut toujours que je passe mes commandes, de livres d'occasion et tutti quanti. Mais pareil, je vous tiendrai au courant. Je ne pense pas que vous, de votre côté, vous verrez de coupures significatives dans les lives, étant donné que j'ai déjà le banquet de Platon pour faire la suite. J'ai éventuellement encore, l'île mystérieuse de Jules Verne qui pourrait prendre la suite. Et puis j'ai encore sur l'étagère, Don Quichotte tome 2, l'Odyssée. Oui, c'est ça, l'Iliade et l'Odyssée. Donc, on a déjà lu l'Iliade et il nous reste à lire l'Odyssée. Donc, voilà, j'ai encore quelques bouquins chez moi qui, si vraiment j'avais pas prévu de lecture, pourraient me sortir d'affaire. Voili, voilou. Donc là, c'est un petit peu ce sur quoi je vous tiens au courant concernant les lectures. Concernant les lectures à venir. Mais il n'y aura pas que ça, puisque j'ai reçu, tiens, je ne l'ai pas pris sous la main, j'aurais dû. Bon, il est un peu loin, donc je ne vais pas aller le chercher, mais j'ai reçu, pas plus tard qu'hier, le nouveau livre dont vous êtes le héros, en quelque sorte, l'aventure dont vous êtes le Billy, de Bob Lennon. Bob Lennon qui a fait un crowdfunding, encore une fois, pour ce tome 2, qui se sous-titre, il me semble... Alors, c'est toujours les aventures du Pyro Barbare et de Billy dans, et je crois que c'est La Corne des Sables d'Ivoire, je crois que ça s'appelle comme ça, qui déjà, visuellement, c'est un détail, mais visuellement, à la couverture, tout ça, me tente beaucoup plus que le premier, La Forteresse du Chaudron Noir. Donc, je suis très curieux de découvrir, surtout que je me dis aussi qu'il a dû un peu prendre de l'expérience, le monsieur, du tome 1. Donc, et des retours qu'il a pu avoir sur le tome 1. Donc je suis très 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 curieux de découvrir ce tome 2. Et comme le tome 1, j'effectuerai une partie en votre compagnie, directement en live. Donc voilà, on va repartir sur ce mixte, on va dire, entre le jeu de rôle et la littérature, avec cette aventure dont nous serions tous ensemble le Billy. Voilà, voilà. Je vais pas vous donner de date de quand est-ce qu'on commence ça. Je sais pas encore comment m'organiser là-dessus, mais je pense qu'on peut parier sur le fait que ça ne devrait pas prendre trop de temps. Je devrais lancer ça assez rapidement. Et puis, on a toujours, j'arrête pas de me répéter, j'ai l'impression, mais j'ai toujours dans l'idée de faire la suite du tri de ma bibliothèque, comment dire, du notage, c'est nul, de la notation de toutes les lectures que j'ai pu faire. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon, voilà, vous avez compris. Grosso modo, je range ma bibliothèque et c'est un prétexte à ce qu'on se parle ensemble des livres qui composent ma bibliothèque. Donc voilà, ça c'est toujours dans les projets, c'est toujours dans les cartons. Je vais essayer de le faire assez rapidement également. Étant donné qu'on a terminé le jeu Song of Nunu, qui était magnifique. D'ailleurs, j'ai appris tout à l'heure que apparemment Riot Forge, c'est un peu mort. Donc en gros, on va dire la succursale. Je sais pas si c'était une succursale ou des associés ou que sais-je, bref. Mais on va dire la succursale de Riot, les développeurs de League of Legends et des tas d'autres choses, eh bien, ferme la succursale Riot Forge, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi les news. En tout cas, a priori, pas de nouveaux jeux de la part de Riot Forge, à part un jeu qui sort là sur Bundle, que je ne pense pas faire en live pour le coup, parce que je pense pas que ce soit mon genre de jeu. Surtout, payer ce jeu-là 30 balles ou 25 balles, ça me piquait déjà un peu pour Song of Nunu, etc. Mais au final, je le regrette pas. Par contre, pour le jeu là à sortir, j'avoue que je pense que c'est pas suffisamment ma cam pour que j'y investisse autant d'argent. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai été très triste d'apprendre qu'a priori, il y aurait plus d'autres jeux de la part de Riot Forge. Et donc, plus de jeux aussi cool que n'ont pu l'être Ruin King ou Song of Nunu. Et je suis vachement attristé par cette nouvelle parce que c'était des jeux qui
qui nous permettait de nous plonger d'une manière différente dans l'univers, dans le lore de League of Legends. Et c'était vraiment, vraiment des aventures très sympathiques. J'ai beaucoup apprécié ces expériences. Donc ouais, très étonné et très tristoun à cette annonce. Mais bon, c'est comme si c'est comme ça. Et vu qu'en ce moment, on n'a plus de gaming en cours, pourquoi pas faire une lecture parallèle à la lecture du livre dont vous êtes le héros de Bob Lennon. Pourquoi pas encore entamer d'autres lives de gaming, je sais pas. De toute manière, j'avoue, je ne me mets plus trop de barrières ou d'intentions claires. J'essaie de ne plus trop prévoir parce que j'essaie de voir les choses au jour le jour. Il y a tellement de choses à gérer et tellement de projets que j'aimerais mener à bien que j'essaie de prendre les choses une à la fois et de pas trop me surcharger l'esprit en me disant oh, va falloir que je fasse ça à telle date et puis ça et puis ça et puis ça. Parce que là, ouais, en ce moment, je suis dans un état de stress trop important pour pouvoir m'organiser de cette manière. Bref, voilou. Je vous invite à prendre place, chers amis, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude tandis que vous m'écoutez. Santé. Merci à Ezekiel d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. Une toute petite parenthèse encore, une toute dernière, avant qu'on entame la lecture, parce que il faut quand même qu'on y aille dans cette lecture qui n'est pas si longue ce soir, donc je m'en veux déjà d'avoir fait une intro à rallonge. Merci Lenouchka, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Toute petite parenthèse pour vous dire, au cas où vous ne le sauriez pas, que le nouvel album de Green Day, Saviors, est sorti vendredi. Je l'ai reçu hier. Et allez l'écouter. Allez l'écouter. Si vous appréciez le pop-punk, le punk, le rock, je pense que vous allez kiffer. Si vous avez déjà apprécié du Green Day dans votre vie, je pense que vous allez surkiffer. Je trouve qu'ils sont à leur plus haut niveau depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'albums. Ça m'a fait un peu la même sensation que le nouvel album de Blink, à savoir l'impression de retrouver des petites touches de toute leur discographie passée. À chaque chanson de me dire ah tiens ça sonne un peu comme telle période du groupe, ah tiens ça sonne plutôt comme au début du groupe, au milieu, à la fin, etc., ou tel album. Donc c'était assez drôle de voir ce melting pot et ça a fait super plaisir d'avoir une telle énergie dans cet album. Franchement c'est du Green Day de haut niveau, donc je suis bien content. Je me suis fait aussi la remarque qu'il y avait beaucoup de chansons qui était enfin on sent beaucoup des inspirations rock, mais vraiment dans le sens rock'n'roll, quoi. Il y a beaucoup d'inspirations un peu plus vieilles, je dirais, vraiment style rock'n'roll, voire même il y a une chanson par exemple qui me fait grave penser à des Beatles. Donc c'est vachement marrant de voir ces influences là dans Green Day. J'ai toujours su que Billy Joe Armstrong notamment avait ses influences, mais là c'est plus marqué et c'est intéressant. Donc franchement, très bon album, je vous le conseille. Et si je devais vous donner ma favorite de l'album, pour vous donner envie de l'écouter, peut-être Dilemma et Coma City, je sais pas, Suzy Chapstick. Non, en vrai, j'ai bien aimé beaucoup de chansons. Enfin, en vrai, je les ai toutes aimées. Il y en a pas une qui m'a laissé sur ma faim. Je les ai vraiment toutes aimées. Bref, give it a try. C'est vraiment sympathique. Hop. Et là, du coup, cette semaine, normalement, je reçois le nouvel album d'Alkaline Trio, qui est encore plus ma cam. Donc, autant vous dire que cette année commence très bien niveau musique. Bref, trêve de bavardage. Ça m'irait bien de faire une queue de cheval comme ça. Bref, je ressemblerais à un samouraï. Bref, commençons la lecture du soir. La lecture de la nouvelle Le Cœur de Pierre, dernière nouvelle que composent les Contes Nocturnes d'Hoffmann. Reprise à zéro, j'essaie de me reset l'esprit, de faire un peu fi de tout ce qu'on a lu jusqu'à présent et de revenir avec un œil frais, parce que je me dis que chaque nouvelle a des nouvelles choses à proposer.
Monsieur a du goût, excuse-nous. Ah, oh, bien sûr, Léo. Bienvenue sur le live, merci d'être là. Et du coup, écoutez, ma foi, je vais essayer d'y aller avec un œil neuf, même si forcément, après avoir lu cette nouvelle d'Hoffman, je commence à avoir mon petit avis forgé. On en parlera certainement dans l'outro du live. Et puis voilà. Ce soir, je pense que je vais faire qu'une seule pause. C'est un peu ce que j'avais repéré avant le live. Je pense que je vais faire qu'une seule pause dans ma lecture, parce que la nouvelle est relativement courte, donc ça devrait pouvoir se faire sans trop de soucis. Bien. Je suis vraiment dans un état bizarre aujourd'hui, je vous raconte. Depuis ce matin, je suis un peu tristoun, je suis un peu... Voilà, et je pense surtout que je suis un peu la tête dans le cul. Et là, je me sens fatigué. Mais bon, je vais essayer de donner de l'énergie dans ma lecture. Et j'espère que je vais réussir à rester focus sur ce que je suis en train de lire pour en faire la lecture la plus efficace possible. Bref, bonne écoute Nenouchka, bonne écoute Liwo, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure pour la pause. Le cœur de pierre. Chapitre 1er. Tout voyageur qui s'est approché par un beau temps de la partie méridionale de la petite ville de G a vu à la droite de la grande route une belle maison de plaisance, dont les pignons bizarres et bariolés s'élèvent au-dessus de l'épais feuillage des arbres. Ces bois ceignent un vaste jardin qui s'étend dans la vallée. Si jamais tu suis cette route, cher lecteur, ne redoute ni le petit retard que te causera ce détour, ni la légère offrande que tu donneras au jardinier. Sors de ta voiture, fais-toi ouvrir cette maison, et parcours ce jardin en disant que tu as particulièrement connu le défunt propriétaire de ce domaine, le conseiller Rolik Reutlinger, qui habitait G. Au fond, tu pourras le dire avec raison, s'il te plaît de lire jusqu'à la fin tout ce que je me dispose à te raconter. Car j'espère qu'alors le conseiller Reutlinger se montrera à tes yeux avec ses manières originales et ses goûts singuliers, absolument tels que si tu l'avais connu réellement. Dès l'abord, tu reconnais déjà le goût gothique et les ornements grotesques de cette maison, et tu te plaindras avec raison de ses repoussantes peintures à fresques. Mais en examinant de plus près, une singulière intention se déploie dans ces pierres ainsi peintes, et tu pénètres dans le vaste péristyle avec un léger sentiment d'effroi. Sur les murailles divisées en panneaux et revêtues de stuc blanc, on aperçoit des arabesques peintes en couleur pâle, qui offrent dans leurs sinueuses courbures des figures d'hommes et d'animaux, des fleurs, des fruits, des roches et une foule d'objets divers. Dans la grande salle qui s'élève au-delà du second étage, apparaissent en moulure dorée toutes les formes de la plastique. Au premier coup d'œil, tu parleras du mauvais goût du siècle de Louis XIV, tu blâmeras ce style baroque, chargé, maigre et exagéré. Mais si tu ne manques pas d'une certaine imagination, cher lecteur, ce que j'admets toujours en ta personne, ô toi qui daignes me lire, tu ne tarderas pas à changer de disposition. Tu croiras t'apercevoir que cette fantaisie sans règle n'a été que le jeu hardi d'un peintre, qui dominait en maître toutes ses formes. Et tu devineras que tous ces emblèmes forment une chaîne d'ironies amères contre la vie humaine, de sarcasmes échappés à une âme malade et mortellement blessée. Je te conseille surtout, mon cher lecteur ou voyageur, de parcourir les petites chambres du second étage qui couronnent cette salle comme une galerie. Là, les décorations sont très simples. Mais çà et là, on rencontre des inscriptions allemandes, turques et arabes qui s'accouplent singulièrement. Puis, tu te rends dans le jardin. Il est dessiné à la vieille mode française, en longues charmilles couvertes, avec des cascades, des statues et des fontaines. Je ne sais si l'on éprouve comme moi une impression grave et solennelle à la vue de ces anciens jardins français, mais pour moi je les préfère à ces prétendus jardins anglais, remplis de bagatelles, de petits ponts, de petites rivières, de petits temples et de petites grottes. À l'extrémité de ce jardin, on pénètre dans un petit bois, et le jardinier vous fait remarquer qu'il a la forme d'un cœur, comme on peut le voir distinctement du haut de la maison. Au milieu de ce bois est un pavillon en marbre brun de Silésie, également bâti en forme de cœur. Le pavé est de marbre blanc,
et on y aperçoit un cœur d'une grandeur extraordinaire. Il est formé d'une pierre rouge, incrustée dans le marbre. En se baissant, on découvre ces mots qui y sont écrits. Il repose. Dans ce pavillon, auprès de ce cœur qui ne portait pas alors cette inscription, se trouvait le jour de Sainte-Marie, c'est-à-dire le 8 septembre de l'année 1800 et quelques, un homme âgé, d'une belle apparence, et une vieille dame, tous deux richement vêtus. « Mais, disait la dame, mais mon cher conseiller, comment vous est donc venue la bizarre, je dirais même l'épouvantable idée de faire construire dans ce pavillon une sépulture pour votre cœur qui doit reposer sous cette pierre rouge. » « Laissez-moi ne pas parler de ces choses-là, ma chère conseillère intime, » répondit le vieux monsieur. « Nommez-le un jeu de mon esprit malade, nommez-le comme vous voudrez, mais apprenez que lorsque le découragement le plus amer me prend au milieu des biens que la fortune m'a jetés par hasard, je ne trouve qu'en ce lieu du calme et des consolations. C'est le sang qui coule de mon cœur déchiré qui atteint cette pierre, mais elle est glacée. Et bientôt, lorsqu'elle pèsera sur mon cœur, elle apaisera le feu qui le consume. » La vieille dame jeta un regard douloureux sur le cœur de pierre, et en se baissant un peu pour mieux l'examiner, 2 grosses larmes limpides tombèrent comme 2 perles sur le pavé rougeâtre. Le vieil homme prit vivement sa main. Ses yeux brillèrent du feu de la jeunesse. Comme on voit dans l'éloignement, aux dernières lueurs du soleil, une campagne chargée de fruits et de fleurs, on distinguait dans ses regards brûlants un passé plein d'amour et de tendresse. « Julie, Julie !» s'écria-t-il, « car vous aussi vous avez blessé ce cœur mortellement. » Et la douleur étouffa sa voix. « Ce n'est pas moi qu'il en faut accuser, Maximilien, » dit la dame avec un accent pénétré et d'une voix émue. « N'est-ce pas votre inflexible opiniâtreté, votre foi aveugle dans les pressentiments, vos visions qui vous chassèrent loin de moi et qui me décidèrent à donner la préférence à cet homme plus doux et plus pliant, qui prétendait aussi à mon cœur? Ah, Maximilien, vous dûtes sentir vous-même combien je vous aimais tendrement. Mais votre humeur fantasque ne me tourmentait-elle pas sans relâche ?» Le vieux monsieur interrompit la dame et, abandonnant sa main, « Oh, vous avez raison, madame la conseillère intime, je dois rester seul. Nul cœur humain ne doit se joindre au mien. Toutes les joies que donne l'amour, l'amitié viennent vainement frapper contre ce cœur de pierre. »« Que vous êtes amer, que vous êtes injuste envers vous-même et envers les autres, Maximilien !» s'écria la dame. « Qui ne vous connaît comme le plus généreux bienfaiteur des pauvres, comme le plus infatigable défenseur du bon droit? Mais quel mauvais génie a jeté dans votre âme cette défiance qui se décèle dans toutes vos paroles, dans tous vos gestes? Ne reçois-je pas, avec la tendresse la plus vive, tout ce qui s'approche de moi ?» dit le vieillard d'une voix attendrie et les yeux humides. « Mais cette tendresse me déchire le cœur, au lieu de l'animer. »« Ah !» continua-t-il, en élevant la voix. « Il a plu à l'impénétrable providence de me douer d'un don qui précipite ma mort, qui me tue 1000 fois. Semblable au juif errant, je vois le signe invisible, la marque de Caïn sur le front du méchant. Je reconnais les avertissements secrets que donne comme des énigmes le roi des cieux, que nous nommons le hasard. Une jeune et douce fille s'offre à nous, avec des regards purs comme ceux d'Isis, mais qui ne pénètrent pas son âme, s'expose à se voir blessée par des griffes de lion et entraînée dans l'abîme. « Encore ces fâcheux rêves, » dit la dame. « Qu'est devenu ce charmant enfant, le fils de votre frère, que vous aviez recueilli il y a quelques années, et en qui vous sembliez trouver tant d'amour et de consolation? » « Cet enfant, » répondit le vieillard d'une voix rude, « je l'ai repoussé. C'était un mauvais sujet, une vipère que je réchauffais dans mon sein. »« Un mauvais sujet? Un enfant de 6 ans ?» dit la dame étonnée. « Vous connaissez l'histoire de mon frère cadet, » dit le vieillard. « Vous savez qu'il me trompa plusieurs fois d'une manière indigne, qu'étouffant tout sentiment fraternel, chaque service que je lui rendais était une arme qu'il dirigeait contre moi. Il n'a pas dépendu de lui que je n'ai perdu mon honneur et ma position sociale. Vous savez qu'il y a quelques années, étant plongé dans la plus profonde misère, il vint à moi, me promettant de mettre un terme au désordre de sa vie. Vous savez aussi que je le reçus en frère et qu'il profita de son séjour dans ma maison pour s'approprier certains documents. Mais silence là-dessus.
Son fils me plut, et je le gardai, après que son misérable père, qui voulait me faire un procès criminel, eût été forcé de s'enfuir loin de moi. Un avertissement du ciel me délivra de ce petit scélérat. Et cet avertissement du ciel était sans doute quelque rêve, dit la dame. Mais le vieillard continua. Écoutez-moi, Julie, et jugez vous-même. Vous savez que la conduite diabolique de mon frère me porta le coup le plus rude que j'eusse jamais reçu, à moins que ce ne soit celui que vous... Mais silence là-dessus. Fût-ce l'effervescence que prirent mes idées à cette époque qui m'inspira l'idée d'élever un tombeau pour mon cœur. Bref, cela eut lieu. Mon bois fut planté en forme de cœur, le pavillon s'éleva et les ouvriers s'occupèrent à le paver. Un jour, je viens pour assister à leur travail, et je remarque à quelque distance que l'enfant, nommé Max, comme moi, s'amuse à rouler çà et là quelque chose, en bondissant et en poussant de grands éclats de rire. Un sombre pressentiment s'empare de mon âme. Je cours vers l'enfant, et je demeure pétrifié, en voyant que c'est la pierre rouge, taillée en forme de cœur, qu'on avait disposée pour être placée dans le pavillon, qu'il roule ainsi de tous côtés, et dont il s'amuse si gaiement. Misérable, tu joues avec mon cœur, comme ton père. À ces mots, je le repousse avec humeur, au moment où il s'approche de moi en pleurant. Mon régisseur reçut les ordres nécessaires pour le renvoyer, et je ne le revis jamais. « Homme effroyable !» s'écria la dame. Mais le vieux monsieur, s'inclinant poliment, lui dit « Les arrêts du destin ne s'arrangent pas avec les petites sensibleries des dames. » Et lui donnant le bras, il la conduisit dans le jardin, à travers le petit bois. Le vieux monsieur était le conseiller aulique Reutlinger, et la dame, la conseillère intime, Ferd. Chapitre 2. Le jardin offrait le plus merveilleux spectacle que l'on pût voir. Une grande société composée de conseillers intimes, de conseillers auliques, de conseillers de finances et de leurs familles, venus de la ville voisine, s'y était rassemblée. Tous, même les jeunes gens et les jeunes filles, étaient rigoureusement vêtus selon la mode de l'année 1760, avec de grandes perruques, des habits bien raides et de hautes frisures poudrées, qui produisaient une illusion d'autant plus parfaite que la forme du jardin convenait parfaitement à ce costume. Chacun se croyait transporté, comme par un coup de baguette dans le temps passé. Une idée singulière de Reutlinger avait donné lieu à cette mascarade. Il avait coutume de célébrer, tous les 3 ans, le jour de la Sainte-Marie, la fête du vieux temps, à laquelle il invitait toutes les personnes de la ville qui voulaient y assister, sous la seule condition que chaque convive adopterait le costume de l'année 1760. Le conseiller fournissait des costumes de sa riche garde-robe aux jeunes gens qui n'étaient pas assez riches pour faire cette dépense. Cette fête, qui durait 3 jours, ramenait le conseiller au milieu des souvenirs de sa première jeunesse. 2 jeunes gens, Ernest et Willibald, se rencontrèrent dans une allée. Ils se regardèrent un moment en silence et se mirent à rire aux éclats. « Tu as l'air d'un cavalier égaré dans le labyrinthe d'amour » s'écria Willibald. « Et moi, il me semble que je t'ai déjà rencontré dans quelques vieux romans » répondit Ernest. « Mais vraiment, la pensée du vieux conseiller n'est pas si mauvaise » reprit Willibald. « Il veut une bonne fois se mystifier lui-même et rebâtir un temps dans lequel il vivait réellement. Quoique à son âge, il ait encore toutes ses forces, toute la liberté de son esprit, et qu'il ait une imagination plus vive et un cœur plus ardent que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui. Il ne doit pas craindre que quelqu'un s'écarte de son costume, par son langage ou par ses manières, car nous sommes tous dans des habits qui nous rendraient tout écart impossible. Vois donc comme nos jeunes dames ont un air noble et prude dans leurs lourdes jupes chamarrées, et comme elles se servent décemment de l'éventail. Vraiment, l'esprit de la vieille courtoisie s'est si bien emparé de moi sous cette perruque qui couvre ma tête à la Titus, que je ne sais qui m'empêche d'aller auprès de la plus jeune fille du conseiller intime Ferd, de la belle Julie que je vois là-bas, et de lui dire « Charmante Julie, quand me rendrez-vous le repos en m'accordant votre amour ?» Il est impossible qu'une divinité de marbre préside à ce temple de la beauté. Le marbre se creuse par la pluie, et le sang amollit le diamant, mais votre cœur est comme une enclume que les coups endurcissent. Plus le mien le frappe, plus il est sensible. Plus il est insensible. Prenez-moi pour le but de vos regards. Ah, de grâce, cruelle, ne gardez pas ce funeste silence qui me tue. Les rochers répondent par un écho à ceux qui les interrogent, et vous n'avez pas même un mot à me dire. Oh, la belle des belles. Je t'en supplie, assieds-toi, dit Ernest à son ami.
te voilà déjà de nouveau dans tes folies. Et tu ne remarques pas que Julie, qui s'était approchée de nous gracieusement, vient de s'enfuir avec timidité. Sans bien comprendre tes paroles, elle a soupçonné que tu te moquais d'elle, et tu as ainsi augmenté ta réputation de moqueur qui s'étend déjà sur moi. Car j'ai vu plus d'une fois qu'on me regardait de travers en disant « c'est l'ami de Willibald ». Tu sais que beaucoup de gens, et surtout les jeunes filles de 16 à 17 ans, m'évitaient avec soin. Mais je connais le but auquel mènent tous les chemins, et je sais aussi que lorsqu'elles m'y rencontreront, elles me tendront amicalement la main. Tu veux dire au grand jour de réconciliation, au jugement dernier, lorsqu'on aura secoué le joug des idées humaines, dit Ernest. Oh, je t'en prie, s'écrie Willibald, ne nous élevons pas à ces grandes questions. Le moment n'est pas favorable. Abandonnons-nous plutôt aux idées folles dans lesquelles Reutlinger nous a comme encadrés aujourd'hui. Quelle bizarrerie a-t-il donc encore imaginé là-bas? Vois-tu cet arbre, dont le vent balance les fruits blancs? Ce ne peut être le cactus grandiflorus, car il ne fleurit qu'à minuit. Dieu sait quel arbre merveilleux le conseiller a encore planté dans son tusculum. Les deux amis s'acheminèrent vers l'arbre, et ne furent pas peu surpris en apercevant un épais marronnier dont les fruits n'étaient autre chose que des perruques poudrées à blanc qui servaient de jouets au vent et se balançaient curieusement avec leurs bourses et leurs queues. De grands éclats de rire annonçaient ce qui se trouvait sous le feuillage. Une société de vieux messieurs, bien gais et bons vivants, s'était réunie sur la petite pelouse qui s'étendait au pied de l'arbre. Après avoir ôté leurs habits et accroché leurs lourdes perruques aux branches du marronnier, ils s'étaient mis à jouer au ballon. Mais personne ne surpassait dans cet exercice le conseiller Reutlinger, qui savait envoyer le projectile à une hauteur prodigieuse et qui le lançait si adroitement qu'il retombait toujours aux pieds de son adversaire. En cet instant, une effroyable musique de petites flûtes et de tambours se fit entendre. La société mit fin à son jeu et reprit ses habits et ses perruques. Qu'arrive-t-il donc encore? Dit Ernest. Je parie que c'est l'ambassadeur turc, répondit Willibald. Quel ambassadeur turc? On nomme ainsi, dit Willibald, le baron Dexter, qui réside à G, et que tu as assez vu pour reconnaître en lui le plus grand original qui soit au monde. Il a été autrefois ambassadeur de notre cour à Constantinople, et il se plaît encore à se mirer dans le reflet de ce printemps de sa vie. Les descriptions du palais qu'il habitait dans Péra font souvenir de ce palais de diamants des fées dans les 1001 nuits, et la manière dont il y vivait rappelle le roi Salomon dont il prétend avoir l'esprit de sagesse et de divination. En effet, ce baron Dexter, malgré ses vanteries et son charlatanisme, a quelque chose de mystique qui souvent m'impose et m'abuse moi-même. Sa liaison avec Reutlinger est basée sur les sciences secrètes auxquelles ils croient également tous les deux. Au reste, tous les deux sont de grands visionnaires, mais chacun à sa façon, quoiqu'ils se réunissent dans la doctrine de Mesmer dont ils sont partisans décidés. En causant ainsi, les deux amis étaient arrivés à la grande grille du jardin, par laquelle venait d'entrer l'ambassadeur turc. C'était un petit homme couvert d'une belle pelisse et d'un grand turban de cachemire à couleur tranchante. Mais il n'avait pu se défaire par habitude de sa perruque à marteau et par nécessité de ses bottes de castor pour la goutte, ce qui altérait sensiblement l'orientalisme de son costume. Sa suite, qui faisait cette horrible bacchanale, était composée de son cuisinier et de ses laquais, déguisés en morts, avec des bonnets de castor pointus qui ressemblaient passablement à des sambenito. Le baron tenait par le bras un vieil officier qui semblait s'être réveillé, après un long sommeil, de quelque champ de bataille de la guerre de 7 ans. C'était le baron Rixendorf, commandant de G, qui avait adopté, avec ses officiers, l'ancien uniforme pour faire plaisir aux conseillers. « Salam amilé » dit Reutlinger, en faisant une révérence au baron, qui ôta son turban et le remit aussitôt sur sa perruque, après avoir essuyé la sueur de son front avec un mouchoir des Indes. En ce moment, un corps doré, qu'Ernest avait dès longtemps remarqué dans un cerisier, se remua, et le conseiller de commerce, Archer, vêtu d'un habit de gala en brocart d'or avec des culottes pareilles et une veste parsemée de bouquets bleus sur un fond d'argent, descendit avec dextérité le long de l'échelle qu'il avait placée contre l'arbre et courut se jeter dans les bras de l'ambassadeur en criant « Oh, chevedo! Oh, Dio che sente !» Le conseiller de commerce avait passé sa jeunesse en Italie, était grand musicien et avait la prétention, avec un fausset exercé, de chanter comme Farinelli. « Je sais, dit Willibald, que Archer a rempli ses poches de cerises pour les offrir aux dames.
Mais comme il porte, à l'imitation de Frédéric II, son tabac dans ses poches sans sa tabatière, il ne recueillera de sa galanterie que des grimaces et des rebuffades. L'ambassadeur turc et le général de la guerre de 7 ans furent accueillis avec des transports de joie. Ce dernier fut reçu par Julie Ferd avec toute l'expression de la tendresse filiale. Elle s'inclina devant le vieux guerrier et voulut lui baiser la main, mais l'ambassadeur turc se jeta entre eux en s'écriant « Folie, enfantillage !» Et il embrassa Julie avec force tout en marchant sur le pied du conseiller décontenancé, qui poussa une exclamation involontaire. Puis il entraîna la jeune fille avec lui. On vit qu'il lui parlait avec véhémence, agitant les bras, ôtant et remettant son turban et se livrant à 1000 contorsions. « Qu'a donc à faire ce vieillard avec cette jeune fille ?» dit Ernest. « En effet, » répliqua Willibald, « il semble que ce soit quelque chose d'important, car quoique Exter soit le parrain de Julie et qu'il l'aime beaucoup, il n'a pas coutume de s'enfuir ainsi de la société avec elle. » En ce moment, l'ambassadeur turc s'arrêta subitement, étendit le bras droit devant lui et s'écria d'une voix forte qui retentit dans tout le jardin. « Apporte !» Willibald fit un grand éclat de rire. « En vérité, dit-il, ce n'est rien autre chose sinon qu'il raconte à Julie pour la 1000e fois la remarquable histoire du chien de mer. » Ernest voulut absolument connaître cette histoire. « Apprends donc, dit Willibald, que le palais d'Exter était situé si près du Bosphore que des degrés du plus beau marbre de Carrare conduisaient jusqu'à la mer. Un jour, Exter était sur sa terrasse, plongé dans les plus profondes réflexions, lorsqu'un cri perçant l'arracha tout à coup à sa rêverie. Il regarde autour de lui et voit qu'un immense chien de mer vient de se plonger dans les flots, emportant dans sa gueule l'enfant qu'une pauvre femme turque, assise sur les degrés, avait laissé auprès d'elle. Exter descend précipitamment. La femme tombe à ses genoux en gémissant et en pleurant. Mais Exter n'hésite pas longtemps. Il s'avance jusqu'à la dernière marche, au bord de la mer, étend le bras et s'écrie d'une voix forte « Apporte !» Aussitôt, le chien de mer sort de la profondeur des ondes, tenant dans sa gueule l'enfant, qu'il remet avec soumission et en bon état au magicien. Puis, se dérobant à ses remerciements, il se replonge dans les flots. « Cela est fort !» s'écria Ernest. « Le vois-tu maintenant tirer un anneau de son doigt et le présenter à Julie ?» dit Willibald. « La vertu ne reste jamais sans récompense. » Outre que Exter sauva l'enfant, ayant appris que la mère était femme d'un pauvre ouvrier, il lui fit présent de quelques bijoux et de quelques pièces d'or, ce qu'il nomme une bagatelle, et ce qui valait tout au plus 30 000 écus. Alors cette femme tira de son doigt un petit saphir et le présenta à Exter en l'assurant que c'était un précieux héritage de famille que la grandeur du bienfait d'Exter pouvait seule l'engager à donner. Exter prit l'anneau qui lui sembla de peu de valeur et ne fut pas peu surprise en reconnaissant à l'inscription arabe presque imperceptible qui s'y trouvait que c'était le sceau du grand Ali, avec lequel il a tiré le pigeon de Mahomet pour converser avec lui. Il n'est point douteux que le baron Exter ne soit un portrait de quelqu'un de ces originaux si communs en Allemagne et le type des menteurs de profession tels que le baron chasseur de Munchausen, dont les récits sont passés en proverbe dans tout le Nord. « Voilà des choses merveilleuses, dit Ernest en riant. Mais voyez un peu ce qui se passe dans ce cercle au milieu duquel s'agite une petite créature semblable aux atomes de Descartes. » Les deux amis s'approchèrent d'une petite prairie sur laquelle une petite dame, haute de 4 pieds environ, faisait claquer ses doigts, en chantant avec un filet de voix. « Il pleut, bergère, ramenez vos troupeaux. » « Croirais-tu bien, dit Willibald, que cette figure poudrée est la sœur aînée de Julie ? Tu dois remarquer qu'elle appartient à cette classe de femmes que la nature a mystifiées en les douant d'une coquetterie qui les rend à charge aux autres, quoiqu'elle leur ait refusé le don de plaire, et qu'en les condamnant à une éternelle enfance, elle ne leur ait donné qu'une ridicule naïveté, sans les grâces et la fraîcheur du jeune âge. Les deux amis s'approchèrent et gagnèrent la salle de musique, où l'on distribuait des rafraîchissements dans des vases de porcelaine gothique. Reutlinger avait pris un violon et dirigeait avec talent une sonate de Corelli, accompagnée au piano par le général, et sur le théorbe par le conseiller de commerce à l'habit à drap d'or. Puis la conseillère Ferd chanta avec une expression admirable une grande scène italienne d'Anfossi. Sa voix était cassée et chevrotante, et cependant, elle en triomphait par le talent de sa méthode. Le ravissement éclatait dans les regards de Reutlinger, qui semblait encore au beau jour de sa jeunesse. L'adagio achevé, le général entama l'allegro, lorsque tout à coup,
Les portes de la salle s'ouvrirent, et un jeune homme bien vêtu et de bonne mine vint se jeter hors d'haleine à ses pieds. « Ô général !» s'écria-t-il, « vous m'avez sauvé, vous seul. Ô mon Dieu, que ne vous dois-je pas ?» Et c'est la fin du chapitre 2. Nous marquons une courte pause, les amis. Comme je disais, ce sera la seule pause de ce soir. Je vous ai déjà lu à peu près la moitié de la nouvelle. Je crois que c'est l'une des nouvelles les plus courtes, il me semble, de ce recueil. Et j'apprécie pas mal, je dois vous le dire. J'apprécie pas mal parce que je trouve que ça se renouvelle un peu. C'est quand même cool. C'est quand même cool. On l'a vu au fur et à mesure des 8 nouvelles. Alors, c'est pas toujours heureux. Parfois, c'est pas pour le meilleur. Mais c'est quand même cool de voir que Hoffman est capable de se réinventer, je trouve. Et de pas toujours adopter la même narration, le même ton. Et là, je trouve qu'il y a un ton beaucoup plus joyeux, quelque part, dans la manière de raconter l'histoire. Je sais pas. Je saurais pas trop l'expliquer. Mais je trouve que globalement, il y a un ton beaucoup plus joyeux, beaucoup plus avec de l'entrain dans la narration de cette nouvelle. Peut-être par le personnage de Willibald et d'Ernest. Ça ajoute quelque chose de différent. Là où, par exemple, Reutlinger et Ferd, dans leur première discussion, dans leur premier dialogue, c'était beaucoup plus grave, beaucoup plus pesant. Même si c'était aussi intéressant, quelque part, de commencer directement dans le vif du sujet, quoi. La nouvelle s'appelle Le Cœur de Pierre. Au début, on voit le cœur de Pierre et on a toute l'histoire. En fait, j'ai l'impression que c'est là où je trouve ça rafraîchissant. J'ai l'impression qu'Hoffman nous a donné, dès le chapitre 1, ce qui d'habitude pourrait avoir été développé durant toute une nouvelle. C'est-à-dire que là, dès le chapitre 1, c'est en mode, bon bah voilà, on a Reutlinger, on a Ferd qui sont en train de discuter du cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, c'est ce truc-là. Et il y a eu un événement dans la vie de Reutlinger qui a fait que il s'est fait jeter, il s'est fait briser le cœur, tout ça, par des amours, par son frère, par son neveu. Voilà, donc toutes ces découvertes, quelque part, tous ces événements qui auraient pu servir de rebondissement dans la manière, je dirais, classique d'écrire d'Hoffman, telle qu'on l'a vu dans les nouvelles précédentes, et ben là, non, il se les ménage pas comme des rebondissements pour les derniers chapitres. C'est vraiment, voilà, ça je vous le donne. Ça, c'est instauré, ça, c'est installé. Et du coup, je trouve ça vachement rafraîchissant parce qu'il y a un peu un goût de bien, où est-ce qu'on va aller maintenant? Où est-ce qu'on va aller maintenant que tout ça a été posé, maintenant que tout ça a été dit? Où est-ce que ça va partir? Et du coup, de beaucoup se détacher de Reutlinger, bon, ils sont toujours présents, Reutlinger et Ferd, mais de commencer en nous les présentant au chapitre 1 et de tout de suite s'en détacher au chapitre 2 pour aller vers des personnages plus jeunes, beaucoup plus insouciants et joyeux, qui s'amusent de l'événement dans lequel ils se retrouvent, etc. Ça a amené un ton léger. Ça a amené un ton léger que j'ai pas trop eu l'impression de sentir jusqu'à présent dans l'œuvre d'Hoffman. Donc je trouve ça assez étonnant. Et ça m'a pris un peu au dépourvu, mais voilà, pour le mieux, ça m'a fait une bonne surprise, quoi. Donc assez intéressant. Et là, du coup, le chapitre 2 s'arrête sur une sorte de cliffhanger, en mode quelqu'un arrive et dit « Vous m'avez sauvé !» J'imagine qu'il va y avoir des retournements de situation encore avec ça. Mais c'est vraiment sympathique, j'aime bien. Je suis bien dedans. Pour vous dire, à chaque fois que je fais un live de lecture, je me mets en jambe, entre guillemets, dans la journée, en repérant où est-ce que je vais faire mes pauses à peu près, et en lisant 1 ou 2 pages du début de la nouvelle, ou du passage du roman, et ainsi de suite.
Et rien que là, à la lecture de la première page de cette nouvelle, dans l'après-midi, je m'étais dit « Ah, ça va être sympathique ». Parce que je trouvais que le ton était différent. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose d'un peu plus... Ouais, en fait, c'est pas que dans le personnage de Willibald et de Ernest qu'il y a un truc un peu joyeux, un peu plus léger, hein. Parce que même dès le début de la narration dans le chapitre premier, je trouvais qu'il y avait quelque chose comme ça de beaucoup plus contemplatif et un peu même aussi complice avec le lecteur. Voilà, il y a beaucoup d'adresses au lecteur au tout début du chapitre premier. Et ce truc de dire allez à tel endroit et vous pourrez dire que vous connaîtrez l'ancien propriétaire une fois que je vous aurai raconté l'histoire, vous aurez l'impression de le connaître réellement. Tout ça, je trouve qu'il y a un petit truc un peu ludique, il y a un truc de jeu, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a un truc d'auteur qui est en train de jouer avec son lecteur, qui est vraiment, vraiment bien foutu et pas dégueu, quoi. Qui m'a bien mis dedans, qui m'a bien fait embarquer dans l'histoire. C'est cool. Et du coup, je vous invite à être bien attentif, puisque l'histoire au chapitre 3 va suivre directement le cliffhanger du chapitre 2, je le vois là. Donc je vous rappelle que la fin du chapitre 2 est « Oh, général !» s'écria-t-il, « vous m'avez sauvé, vous seul, oh mon Dieu, que ne vous dois-je pas ?» Un jeune homme bien vêtu et de bonne mine qui se jette hors d'haleine à ses pieds, qui dit ça. Voyons ce que ce jeune homme a à nous apprendre. Puisque je vais reprendre tout de suite la lecture. Bonne écoute à tous. Que vous me suiviez dans l'ombre du chat Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et à dans quelques minutes pour la fin du live. Chapitre 3. Ainsi criait le jeune homme qui était hors de lui. Le général, embarrassé, releva doucement le jeune homme et le conduisit dans le jardin en lui parlant avec douceur. La société avait été fort surprise de cette aventure. Chacun avait reconnu dans le jeune homme le secrétaire du conseiller Ferd, et l'on examinait ce dernier avec étonnement. Celui-ci prit du tabac et parla en français à sa femme. Enfin, l'ambassadeur turc s'avança vers lui et lui dit « Je ne sais vraiment, mon honorable conseiller, quel mauvais démon a poussé ici mon cher Max avec ses remerciements si importuns, mais je vais le savoir tout à l'heure. » À ces mots, il s'échappa, et lui et Willibald le suivit. Le trio de la famille Ferd, à savoir les trois sœurs Nanette, Clémentine et Julie, avait des contenances fort variées. Nanette agitait avec bruit son éventail, parlait d'étourderie et voulait se remettre à chanter. « Ramenez vos troupeaux !» Mais personne ne se disposait à l'écouter. Julie s'était retirée dans un coin et tournait le dos à la compagnie pour cacher sa rougeur et quelques larmes qui lui étaient venues dans les yeux. La joie et la douleur blessent également le sein des pauvres humains, mais le sang que fait jaillir l'épine cruelle ne rend-il pas les couleurs à la rose qui commence à pâlir ? Ainsi parlait avec un grand pathos Clémentine éprise de Jean-Paul, en serrant à la dérobée la main d'un jeune homme aux cheveux blonds qui se mit à sourire d'un air fade et lui dit pour toute réponse « Oh oui, charmante Clémentine !» En ce moment, Willibald entra dans le salon et chacun l'entoura en l'assiégeant de questions. Mais lui ne voulait absolument rien savoir et se tenait sur une grande réserve, en prenant l'air ironique et malin qu'il avait souvent. On ne le quitta pas cependant, car on avait remarqué qu'il s'était promené dans le jardin avec le conseiller Ferd, le général Rixendorf et le jeune secrétaire, et qu'ils s'étaient entretenus avec chaleur. S'il faut que je divulgue avant le moment cet événement important, vous me permettrez, messieurs et nobles dames, de vous adresser d'abord quelques questions. On le lui permit volontiers. Ne reconnaissez-vous pas tous, dit Willibald d'un ton pathétique, le secrétaire du conseiller intime, le jeune Max, comme un homme bien élevé et richement doté par la nature ? Oui, oui, répondirent en chœur toutes les dames. N'avez-vous pas entendu rendre justice à sa sagacité, à son assiduité et à sa connaissance des affaires ?
Oui, oui, s'écria le chœur des hommes. Et les deux chœurs se réunirent lorsque Willibald demanda encore si Max n'était pas le garçon le plus éveillé, le plus malin, et un dessinateur habile, puisque le général, qui passe pour un amateur de première force, n'avait pas dédaigné de lui donner des leçons. Il arriva donc, il y a quelque temps, reprit Willibald, qu'un jeune maître de l'honorable corporation des tailleurs, célébrant sa noce, il y eut bombance, et les basses et les trompettes s'épuisèrent en fanfare dans les rues. Jean, le domestique du conseiller intime, était douloureusement assis à la fenêtre. Le cœur lui défaillait en croyant voir Henriette parmi les danseuses, car il paraît que Henriette était de la noce. Mais lorsque, de sa fenêtre, il aperçut réellement Henriette, il n'y put tenir plus longtemps, courut à sa chambre, se mit dans la plus belle tenue, et se rendit bravement à la salle de noces. On le laissa entrer, mais sous la condition que chaque tailleur aurait la préférence sur lui, ce qui ne lui permettait de danser qu'avec les filles que leur laideur ou leur mauvaise qualité faisait rejeter. Henriette était engagée pour toutes les danses, mais dès qu'elle vit son amoureux, elle oublia tous ses engagements, et le brave Jean repoussa si violemment le petit tailleur qui voulait lui prendre sa belle, qu'il le fit pirouetter et tomber sur le parquet. Ce fut le signal d'un combat général. Jean se défendit comme un lion, distribuant à foison les soufflets et les coups de poing autour de lui. Mais il lui fallut succomber au nombre de ses ennemis, et il fut jeté d'une façon injurieuse par les garçons tailleurs au bas de l'escalier. Plein de rage et de désespoir, il frappait aux portes et aux fenêtres pour les briser, lorsque Max, qui passait par là, délivra le malheureux Jean des mains de la patrouille qui se disposait à l'arrêter. Jean lui raconta tous ses malheurs. Il ne songeait qu'à se venger d'une façon violente, mais le prudent Max parvint enfin à l'apaiser, en lui promettant de lui faire donner satisfaction de telle manière qu'il serait content. Ici, Willibald s'arrêta. « Eh bien ? Eh bien ? Et après ? Une noce de tailleur ? Des amours de petites gens ? Que signifie tout cela ?» Ainsi s'écriait-on de tous côtés. « Permettez-moi, dit Willibald, de remarquer avec le célèbre Weber-Zettel qu'il est arrivé dans cette comédie de Jean et d'Henriette des choses qui n'arriveront plus jamais. » Or, le secrétaire Max s'assit le lendemain à son bureau, prit une belle feuille de papier vélin, des pinceaux et de l'encre de la Chine, et dessina, avec une grande vérité, un magnifique bouc. La physionomie de ce merveilleux animal aurait donné ample matière aux études d'un physionomioman. Une expression surnaturelle régnait dans ses yeux animés, bien que quelques convulsions semblassent se jouer sur sa bouche et la contracter. L'animal semblait tourmenté d'un mal cuisant. En effet, l'honnête quadrupède était occupé à mettre au monde une foule de petits tailleurs, armés d'aiguilles et de ciseaux, dont les groupes animés déployaient une activité extrême. Sous ce tableau étaient écrits des vers que j'ai malheureusement oubliés. « Allez, avec votre vilain bouc !» criaient les dames. « Parlez-nous de Max !» Le dit Max, reprit Willibald, donna ce tableau à Jean, qui s'en alla le coller adroitement à l'auberge des tailleurs, où il servit pendant tout un jour d'amusement à la populace oisive. Les enfants agitaient joyeusement leurs bonnets et dansaient autour de chaque tailleur qui arrivait en lui chantant les vers de Max. Personne autre que le secrétaire du conseiller intime n'a pu faire ce tableau, dirent les peintres. Personne autre que l'écrivain du conseiller intime n'a pu faire ces vers, dirent les écrivains. Max, généralement accusé et ne pouvant nier, se vit bientôt menacé d'un procès et d'un emprisonnement. Il courut alors, au désespoir, chez son protecteur, le général Rixendorf, car il avait déjà visité tous les avocats qui avaient trouvé sa cause fort mauvaise. Le général lui dit « Tu as fait une sottise, mon cher enfant. Les avocats ne te sauveront pas, mais je le ferai, uniquement parce que j'ai trouvé ton tableau dessiné avec art et fort correctement. Le bouc, comme personnage principal, a de l'expression, et les groupes de tailleurs qui tombent sur le premier plan forment des masses riches et variées, quoique sans confusion. Je suis aussi fort satisfait de la manière dont se précipitent les tailleurs, qui tombent réellement, non pas du ciel. » Les dames se mirent encore à murmurer, et l'homme à l'habit de drap d'or s'écria « Mais le procès de Max, mon cher ami !»« Cependant, » ajouta le général, ainsi continua Willibald, « cependant l'idée de ce tableau ne t'appartient pas, mais elle est fort ancienne. Heureusement, car c'est justement là ce qui te sauve.
À ces mots, le général chercha dans un vieux pupitre et en tira un sac à tabac, sur lequel se trouvait brodée toute l'idée du jeune Max. Les jurisconsultes qui se trouvaient dans le salon se mirent à rire. Mais le conseiller Ferd, qui venait d'entrer, leur dit « Il n'y a l'animum injuriandi, le dessein d'injurier, et fut acquitté. » Willibald reprit. Max se contenta de dire à ses juges « Je ne saurais nier que ce tableau ne soit mon ouvrage, mais je l'ai fait sans avoir la pensée d'offenser l'honorable corporation des tailleurs, car je l'ai copié d'après un dessin original qui appartient à mon digne maître, le général Rixendorf, et que voici, à quelques changements près que je me suis permis. » Max fut donc acquitté, et vous avez entendu les remerciements qu'il est venu faire à son protecteur. On trouva généralement que la chaleur de la reconnaissance du jeune Max n'était nullement proportionnée au léger motif qu'il avait dicté, et le conseiller Ferd dit d'une voix émue « Ce jeune homme a une âme singulièrement impressionnable et le sentiment d'honneur le plus délicat qui se soit jamais rencontré. L'idée d'une punition corporelle l'accablait, et s'il eût été condamné, il eût infailliblement quitté G pour toujours. » « Peut-être, dit Willibald, peut-être se trouve-t-il un autre motif sous jeu. »« Cela est vrai, dit le général qui venait d'entrer à son tour, et Dieu veuille que tout cela s'arrange bientôt au gré de ses désirs. » Clémentine trouva toute cette histoire fort grossière. Nanette n'en pensa rien, mais Julie se montra d'une humeur fort satisfaite. Reutlinger vint ranimer la société par sa danse. Les théorbes soutenus par une paire de castagnettes, des violons et des basses, jouèrent une joyeuse sarabande. Les personnes âgées se mirent à danser, et les jeunes les regardèrent. L'homme à l'habit de drap d'or se distingua surtout par ses bonds et par ses pas hardis, et la soirée se passa fort agréablement. Chapitre 4. La matinée du lendemain ne se passa pas moins bien. Comme la veille, un bal et un concert devaient terminer la journée. Le général Rixendorf était déjà au piano. L'habit de drap d'or s'était emparé d'un théorbe, la conseillère Ferd tenait la partition. L'on n'attendait plus que l'arrivée du conseiller Reutlinger lorsqu'on entendit des cris perçants dans le jardin et qu'on vit accourir les domestiques. Bientôt quelques-uns d'entre eux apportèrent le conseiller pâle et défiguré. Le jardinier l'avait trouvé profondément évanoui, à quelques pas du pavillon où se trouvait le cœur de pierre. Le général s'élança du piano pour voler au secours de son ami, on lui fit respirer des sels, on l'étendit sur le sofa, et on lui frotta le front avec de l'eau de Cologne. Tout à coup, l'ambassadeur turc repoussa tout le monde en s'écriant « Amis ignorants, vous tuez un ami bien portant !» À ces mots, il ôta son turban qu'il jeta au loin dans le jardin et se débarrassa de sa pelisse. Puis il se mit à décrire avec sa main, autour du conseiller, un cercle qu'il rétrécit sans cesse, si bien qu'il finit par lui toucher les tempes et le sein. Puis, il approcha sa figure de la sienne, et le conseiller, ouvrant aussitôt les yeux, lui dit « Exter, tu n'as pas bien fait de me réveiller. La puissance inconnue m'a annoncé une mort prochaine, et peut-être m'était-il accordé de passer de ce sommeil à la mort. »« Folie, rêve !» s'écria Exter. « Regarde autour de toi, vois où tu es, et sois gai comme il convient d'être. » Le conseiller s'aperçut alors seulement qu'il se trouvait dans le salon d'assemblée. Il se leva vivement du canapé, s'avança au milieu de la salle et dit en riant « Je vous ai donné un fâcheux spectacle, mes honorables hôtes, mais il n'a pas dépendu de moi d'empêcher que ces maladroits domestiques m'aient apporté ici. Ne prolongeons pas plus longtemps ce désagréable intermède et dansons. » La musique commença aussitôt, mais dès les premières mesures du menuet, le conseiller disparut de la salle avec Exter et Rixendorf. Lorsqu'ils furent arrivés dans une chambre éloignée, Reutlinger se laissa tomber dans un grand fauteuil et, se cachant le visage dans ses mains, il s'écria d'une voix étouffée par la douleur « Oh, mes amis, mes amis !» Exter et Rixendorf prièrent le conseiller de leur dire ce qui le tourmentait si fort. « Parle, mon vieil ami, dit le général. Tu as appris Dieu sait comment quelque mauvaise aventure. »« Exter, dit le conseiller d'une voix sourde, c'en sera bientôt fait de nous. Le hardi visionnaire n'aura pas frappé sans être puni aux portes de l'éternité. Une mort prochaine, affreuse peut-être, m'est annoncée. »« Raconte-nous donc ce que tu as vu,
dit le général avec impatience. « Je parie que tout cela n'est qu'un effet d'imagination. Toi et Exter, vous gâtez votre vie par vos extravagances. » Apprenez donc le motif de mon effroi et de mon évanouissement, dit le conseiller en se levant de son fauteuil et en s'avançant entre ses deux amis. Vous étiez déjà tous assemblés dans le salon lorsque, poussé par je ne sais quelle idée, il me prit fantaisie de faire encore un tour dans le jardin. Mes pas se dirigèrent involontairement vers le petit bois. Là, il me sembla que j'entendais un bruit léger, une voix douce et plaintive. Les sons semblaient venir du pavillon. Je m'approche, la porte est ouverte, et j'aperçois moi-même. Moi-même, mais tel que j'étais il y a 30 ans, avec l'habit que je portais dans ce jour mystérieux où je voulais mettre fin à mes jours, lorsque Julie, vint comme un ange de lumière sous son blanc costume de fiancée, me détournait de cette affreuse pensée. C'était son jour de noces. Mon image était étendue sur le pavé devant le cœur, et le frappait violemment en s'écriant « Jamais, jamais tu ne pourras t'amollir, cœur de pierre !» Je restai pétrifié. Un froid glacial, celui de la mort, parcourut toutes mes veines. Tout à coup, Julie, vêtue en blanc comme une fiancée, dans tout l'éclat d'une brillante jeunesse, sortit du milieu des arbres et étendit amoureusement les bras vers moi. Non, vers mon image, vers moi, moi jeune homme. Je tombai sans connaissance. À ces mots, le conseiller se laissa encore tomber sans force dans le fauteuil. Mais Rixendorf saisit ses deux mains, les secoua avec force et s'écria d'une voix retentissante. « C'est lui que tu as vu, lui, pas autre chose. Je ferai tirer le canon en signe de victoire. Tes idées de mort, ton apparition ne sont rien, rien. Je te secoue de tes mauvais rêves afin que tu te réveilles et que tu vives encore longtemps sur terre. » À ces mots, Rixendorf s'échappa aussi rapidement que put le lui permettre son grand âge. Le conseiller avait sans doute entendu peu de choses des paroles du général, car il restait encore là les yeux fermés. Exter allait et venait à grands pas, se frottant le front en disant « Je parie que cet homme veut encore tout expliquer d'une façon naturelle. Mais il aura de la peine à en venir à bout. N'est-ce pas, mon cher conseiller? Nous nous entendons un peu en apparition, nous autres. Je voudrais seulement avoir ma pelisse et mon turban. » À ces mots, il siffla avec un petit sifflet d'argent qu'il portait à sa ceinture, et aussitôt un des morts de sa suite lui apporta sa pelisse et son turban. Bientôt après, vint la conseillère intime Ferd, suivie du conseiller et de leur fille Julie. Le conseiller Reutlinger se leva vivement et retrouva un peu de calme dans les assurances qu'il donna de sa santé. Il pria qu'on voulût bien oublier toute cette petite histoire et tout le monde se disposait à s'éloigner, lorsque Rixendorf entra précipitamment, en tenant par la main un jeune homme vêtu de l'ancien costume militaire. C'était Max, dont l'aspect fit pâlir le conseiller. « Vois ton image, le sosie de ton rêve, » dit Rixendorf. « C'est moi qui ai fait entrer ici mon excellent Max, et qui ai prié ton valet de chambre de lui donner un de tes anciens uniformes, pour qu'il pût figurer convenablement dans la société. C'est lui que tu trouvas agenouillé dans le pavillon. »« Oui, » s'écria Max, « j'étais à genoux devant ton cœur de pierre, moi que tu repoussas à cause d'une injuste vision, oncle cruel. Si le frère a commis des fautes envers son frère, ne les a-t-il pas dès longtemps expiées par sa misère et par sa mort? Ton neveu, orphelin, est aujourd'hui devant toi. Il porte ton nom, ses traits ressemblent aux tiens, comme un fils ressemble à son père. Il a lutté avec tous les orages qui frappèrent sa jeunesse. Mais laisse-toi toucher. Tends-lui une main bienfaisante, afin qu'il ait un appui lorsque l'adversité sera trop grande. » Le jeune Max s'était approché du conseiller, dans une attitude suppliante et les yeux baignés de larmes. Celui-ci était resté immobile, les yeux étincelants, la tête fièrement rejetée en arrière, muet et sombre. Mais lorsque le jeune homme voulut prendre sa main, il le repoussa des deux siennes, recula de 2 pas et s'écria d'une voix terrible. « Misérable, viens-tu m'assassiner? Fuis, fuis loin de mes yeux. Et toi aussi, Rixendorf, tu as pris part à ce complot. Fais qu'il s'éloigne, celui qui a juré ma perte. Le fils du plus grand, c'est... Arrête !» s'écria Max, dont les yeux remplis de colère et de désespoir lançaient des éclairs. « Arrête, homme cruel, frère impitoyable. Tu as rendu à mon père faute pour faute, injure pour injure. Et moi, insensé, qui croyais toucher ton cœur glacé, couvrir par ma tendresse l'indifférence de ton frère, qui mourut pauvre, abandonné, mais au moins sur le sein d'un fils qui cherchait à le ranimer. Max, sois vertueux, réconcilie-moi le cœur du plus terrible frère, deviens son fils. » Ce furent ses dernières paroles.
Mais tu me rejettes comme tu rejettes tous ceux qui s'approchent de toi avec amour et dévouement. Meurs donc seul et délaissé. Que tes valets avides attendent ta mort avec impatience, en se partageant tes dépouilles avant que tes yeux soient fermés. Au lieu des soupirs, des plaintes de ceux qui voulaient entourer ta vie d'amour, puisses-tu n'entendre en expirant que les cris moqueurs des mercenaires qui n'auront eu soin de toi qu'à prix d'or. Adieu, tu ne me reverras jamais. » Max voulut s'éloigner, mais Julie chancela et le jeune homme, se retournant vivement, la reçut dans ses bras en s'écriant d'un ton douloureux. « Ah, Julie, Julie, tout espoir est perdu. » La conseillère était restée immobile, tremblant de tous ses membres. Pas une parole ne pouvait s'échapper de ses lèvres. Mais Reutlinger, en voyant Julie dans les bras de Max, poussa des cris comme un insensé, s'avança vers lui, arracha la jeune fille de ses bras et, l'élevant au-dessus de lui, il lui demanda « Aimes-tu ce masque, Julie ?»« Comme ma vie, » répondit Julie avec force. « Le poignard que vous avez plongé dans son sein a traversé le mien. » Le conseiller la laissa lentement retomber et s'assit avec précaution dans son fauteuil. Puis, il demeura quelques moments les deux mains appuyées sur son front. Un silence profond régnait autour de lui. Pas un des assistants ne fit un geste, un mouvement. Tout à coup, le conseiller tomba sur ses deux genoux. Son visage était couvert de rougeur, ses yeux remplis de larmes. Il leva les yeux au ciel et dit solennellement « Que ta volonté soit faite, ô Julie !» Julie, ô pauvre aveugle que je suis. » Le conseiller se couvrit le visage. On l'entendit pleurer. Cela dura quelques moments. Il se releva, vint à Max, le pressa sur son cœur et s'écria hors de lui. « Tu aimes Julie? Tu es mon fils. Non, tu es plus que cela, tu es moi, moi-même. Tout t'appartient. Tu es riche, très riche. Tu as une campagne, des maisons, de l'argent comptant. Laisse-moi rester auprès de toi, tu me donneras le pain de la charité dans mes vieux jours. N'est-ce pas, tu le feras? Ne m'aimes-tu pas? Il faut que tu m'aimes puisque tu es moi-même. Ne redoute pas mon cœur de pierre, presse-moi tendrement contre ton sein, les battements de ta poitrine réchaufferont la mienne. Max, mon fils, mon ami, mon bienfaiteur. » Il continua de parler de la sorte, et avec tant de chaleur, qu'on craignait que sa raison ne souffrît de ses expansions outrées. Rixendorf parvint enfin à le calmer, et le conseiller, un peu remis, vit tout ce qu'il avait gagné en ce jeune homme, et s'aperçut avec attendrissement que la conseillère Ford semblait retrouver le souvenir d'un temps passé dans l'union de sa Julie avec le neveu de Reutlinger. Le conseiller intime Ford contemplait toute cette scène avec satisfaction, et il parla d'avertir ses autres filles de cet événement. Mais on ne put les trouver nulle part. On avait déjà vainement cherché Nanette parmi les grands vases du Japon qui se trouvaient dans le vestibule, sous tous les bancs. Enfin, on trouva la petite endormie sous un rosier, et Clémentine dans une allée sombre avec le blond jeune homme. Les deux sœurs parurent peu satisfaites du mariage de leur cadette, mais leur humeur se dissipa au milieu des félicitations de la société. On se disposait à passer dans le grand salon lorsque l'ambassadeur turc s'écria tout à coup « Et quoi? Vous allez vous marier tout de suite ? Marier ce Max, ces enfants sans expérience ? Vois, mon ami, ajouta-t-il en s'adressant à Max, tu poses tes pieds en dedans, et tu n'as pas l'usage du monde, puisque tout à l'heure tu tutoyais ton vieil oncle, le conseiller Rolik. Max, il faut voyager. Va à Constantinople. Là, tu apprendras tout ce qu'il faut savoir dans la vie, et tu reviendras épouser ma belle Julie. » Tout le monde fut surpris de cette singulière proposition. Mais Exter prit à part le conseiller. Tous deux se placèrent l'un devant l'autre, se mirent mutuellement les mains sur les épaules et échangèrent quelques paroles arabes. Puis Reutlinger courut prendre la main de Max et lui dit très amicalement « Mon cher fils, mon bon Max, fais-moi le plaisir d'aller à Constantinople. Cela durera 6 mois au plus, et ensuite nous ferons la noce. » En dépit de toutes les protestations de la fiancée, Max fut obligé de partir pour Constantinople, d'où il revint après avoir vu les degrés de marbre sur lesquels le chien marin apporta à Exter un enfant, et une infinité de choses aussi remarquables, et alors il épousa Julie. Je ne saurais dire quelle parure avait la fiancée le jour de ses noces, et combien d'enfants résultèrent de cette union. J'ajouterai seulement que le jour de la fête de la Vierge de l'année 1800 et quelques, Max et Julie se trouvèrent agenouillés dans le pavillon près du cœur de pierre. Leurs pleurs tombaient en abondance sur le marbre qui recouvrait le cœur trop souvent déchiré de leur vieil et excellent oncle. Max, non pour imiter l'épitaphe de Lord Orion,
mais parce que toute la vie du pauvre oncle se trouvait exprimée dans ce peu de paroles, avait gravé de sa main ces mots sur la pierre. Qu'il repose enfin. Et c'est la fin de la nouvelle Le cœur de pierre. C'est donc la fin des contes nocturnes de Theodor Amadeus Hoffmann. Nous passons à l'outro de ce live, les amis. 1h16 seulement, ça fait qu'1h16 de live. J'ai du mal à me rendre compte, est-ce que j'ai un peu expédié le live de ce soir? Je sais pas trop. Est-ce que j'ai lu rapidement? Je saurais pas dire. C'est vrai que j'ai eu l'impression de lire un peu rapidement ce soir, je m'en excuse. J'ai eu l'impression de lire un peu rapidement. Et forcément, lire rapidement, je sais que ça peut peut-être un petit peu porter préjudice à la compréhension du texte pour ceux qui écoutent. Donc j'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. Après, je vous avoue que même pour moi qui lis directement le texte, j'ai trouvé globalement que Hoffmann, c'était pas toujours très facile à suivre. Donc voilà, j'espère que ça a été quand même, parce que c'est une chose que j'ai souvent dit lors de mes lives de lecture, mais moi, mon goal, mon but premier, c'est bien entendu que la lecture vous soit compréhensible. C'est quand même le minimum. Donc voilà, j'essaie un maximum de vous rendre la lecture compréhensible par les moyens que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire le débit de parole, c'est-à-dire le ton, les intonations que je vais donner à mes phrases, etc. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident selon les textes. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, si j'arrive à rendre tout ça, en plus de compréhensible, agréable, alors là, j'ai tout gagné et je suis content. Non, je ne trouve pas, mais oui, j'ai eu du mal à suivre, mais j'ai l'impression que c'est le style nous dit Nenouchka. Ok. Bah, merci pour ton retour. Et oui, je pense qu'il y a un peu quand même du style qui joue, en effet. Maintenant qu'on a terminé les contes nocturnes d'Hoffmann, je peux vous dire que je suis content de l'avoir découvert, mais clairement, c'est pas un énorme coup de cœur comme ce à quoi je m'attendais peut-être. C'est peut-être aussi parce que je m'attendais à ça qu'au final, il y a un petit peu un truc déceptif, je sais pas. Ça reste agréable, nous dit Nenouchka. Merci pour ton retour, ça me rassure. Donc ouais, peut-être que je m'attendais trop à trouver ça dingue, et que du coup, ça n'a pas été si dingue que ça, je sais pas. J'avais vraiment imaginé que ça serait dans la lignée d'Edgar Allan Poe et de Howard Philip Lovecraft. C'est un peu le cas. Je vois par endroits en quoi ils sont dans le même univers, ils sont baignés dans les mêmes thèmes, etc. Mais je trouve que ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve que les nouvelles de ce recueil sont un peu inégales. Il y en a qui étaient vraiment mieux que d'autres à mes yeux. Et surtout, ce qui est étonnant, je trouve, c'est que elles sont toutes regroupées sous l'appellation contes nocturnes. Mais par exemple, je trouve que la nouvelle que je viens de vous lire, là, Le cœur de pierre, n'avait pas quelque chose de très très sombre. Avait plutôt un ton léger, ce qui était cool aussi parce que ça changeait, mais je sais pas. Il y a eu toujours cette... dans la lecture de ce soir, encore une fois, il y a eu apparition et recours à ce qui est du domaine de l'occulte, on va dire, du surnaturel, du pouvoir magique, etc. Avec Reutlinger et le général turc, qui sont tous les deux versés dans les sciences occultes, a priori. Donc voilà, il y a eu le retour de ce thème de la sorcellerie et ainsi de suite. Mais encore une fois, dans certaines nouvelles, je trouve que c'est assez capital, assez central. Et là, dans la nouvelle de ce soir, par exemple, je trouvais que c'était assez dispensable. Donc, assez anecdotique plutôt. Donc, je sais pas trop qu'en penser. Globalement, je pense que c'est sympathique, mais voilà, c'est sympathique, je suis content de l'avoir découvert. Maintenant, est-ce que j'irai relire du Hoffmann ?
Je serais pas contre, mais pas tout de suite, quoi. Je pense que là, j'ai eu ma dose. Il y a un peu ça. Pourtant, il y avait une autre œuvre d'Hoffmann qui me tentait bien. Alors attendez, est-ce que je peux retrouver ça? Est-ce que je peux retrouver ça? Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a écrit le chat mourir, un truc comme ça. Ça m'intriguait, parce qu'apparemment c'est assez connu. Hmm. Ouais, non, là je trouve pas ça dans mon bouquin. Faudrait que je fouille, mais voilà. Donc ouais, je serais curieux d'y retourner à l'occasion, mais sans plus. Sans plus. C'était intéressant. Et surtout, j'essaie de me rappeler des premières lectures, parce que c'est vrai que cette lecture, malheureusement, s'est étendue sur une très longue période de temps. Surtout, j'essaie de me rappeler le choc que m'ont fait les premières nouvelles quand même. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup. C'est que les premières nouvelles ont eu un impact très fort. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, mais en tout cas, c'est sûr que ça a eu un impact. Parce que les premières nouvelles, notamment la toute première et la deuxième aussi, je crois, étaient particulièrement choquantes. Particulièrement choquantes dans le sens où, d'un seul coup, sans prévenir, il y avait un événement hyper gore ou quoi que ce soit. Donc, ouais, il y avait quand même ce sentiment d'étrange qu'on peut retrouver chez Lovecraft et chez Poe. Il y avait clairement ce sentiment d'étrange, mais utilisé un peu d'une manière différente. C'était intéressant. C'était intéressant. Je saurais pas dire quelle est ma nouvelle préférée, la nouvelle que j'ai le moins aimée. Je pense que les nouvelles qui m'ont le plus marqué, c'est les premières, hein. L'Homme au sable et Ignace Denner, voire l'Église des Jésuites, si je dis pas de bêtises. Où c'était des nouvelles avec des idées déjà un peu plus proches du fantastique à proprement parler. Même si, encore une fois, il y a ce côté un peu onirique et un peu sorcellerie, démon, occulte, surnaturel dans toutes les nouvelles, par petites touches. Mais dans les premières nouvelles, c'était beaucoup plus accentué et je pense que du coup, ça me plaisait davantage. Et il y avait aussi ce ton un petit peu double, comme j'ai déjà pu en parler. Ce ton du genre horrifique qui est bien particulier, qu'on peut retrouver par exemple dans les contes de la crypte, Tales from the Crypt, ou les chairs de poule. C'est-à-dire ce genre d'horreur où il y a une sorte d'humour noir un peu aussi. Comment dire, cette espèce de jubilation de l'horreur, cette espèce de narration cadre de ha ha ha, venez lecteur, je vais vous raconter une bonne histoire qui fait peur, un peu comme on ferait autour d'un feu de camp, quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment fortement ce truc-là aussi dans les premières nouvelles et un peu moins dans les suivantes. Donc ouais, il a quand même quelques traits particuliers, Hoffmann. Il y a quand même des choses qui distinguent son style et qui le rendent intéressant, notamment les scènes oniriques un petit peu. J'ai beaucoup apprécié ces scènes-là où vraiment venu de nulle part d'un seul coup, hop, il y a un revenant, il y a un fantôme, il y a une apparition. Et je dis onirique parce que c'est presque, on a l'impression que le rêve s'invite dans la réalité et que ça dérange personne, entre guillemets, que c'est juste ça se fait. Il n'y a pas de prémisse ou quoi que ce soit, c'est hop, ça se fait. C'est très étonnant, mais à la fois assez fascinant, assez prenant. Donc ouais, non, c'était quand même bien sympa. Je pense pas un coup de cœur, mais quand même bien sympa. Je réfléchis sur toute l'œuvre, mais ouais. Je pense que ça sera un peu mon compte-rendu final. Bien, sur ce, on verra comment ça vieillit dans mon esprit. Des fois, avec du recul, je change d'avis. Peut-être que je regarderai un meilleur ou un pire souvenir. Dans tous les cas, c'est tout pour les contes nocturnes d'Hoffmann. N'hésitez pas, si vous m'avez suivi sur YouTube, à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de l'œuvre. Enfin, plutôt votre appréciation de la lecture que j'ai pu en faire, ce serait mieux. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire
Si vous voulez des lectures un peu de ce genre, si vous voulez qu'on passe à autre chose, etc. Comme je vous le disais, là, j'ai une longue liste et il faut que j'aille faire des emplettes pour m'acheter plein de bouquins. Même si pour l'heure, je peux déjà vous dire que la prochaine lecture sera Le Banquet écrit par Platon. Et vraisemblablement, lecture que nous devrions entamer vendredi à 21h. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux pour vous l'infirmer ou le confirmer. Et on est bon? Eh bien de rien, Nenouchka, merci à toi d'être passé, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas croisés, me semble-t-il. Je te souhaite une bonne année, on n'est pas encore... on n'est pas encore en février, on a le droit de dire bonne année jusqu'au 1er février. Voilà. Donc je te souhaite une bonne année. Et je vais vous dire bye bye, des bisous. On se retrouve bientôt pour une prochaine lecture. Un prochain live tri de bibliothèque. Pourquoi pas un live avec le livre dont vous êtes le héros de Bob Lennon. Bref. Ou même pourquoi pas encore des jeux vidéo. Bon, en vrai, bref, faut que j'arrête d'essayer de planifier les choses. Je ne m'interdis rien. Il est possible que tout arrive en live. Voilà. À bientôt pour ce monde de possibles qui s'ouvre à nous. Bonne soirée, bonne nuit, Nenouchka, Liwo. Et tchou!